Movies, l'instant cinéma. Movies, nouvelle émission de ceux et de celles qui aiment aller voir les films en salle. Une émission proposée, comme à chaque fois, par Hervé Brie. Bonjour Hervé. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et sans oublier Patrick Servel, un pilier de l'émission. Au sommaire de cette émission, nous évoquerons Killers of the Flower Moon, vais-je y arriver, un thriller politico-historique en territoire indien. Un film choc porté à l'écran, c'est Le Consentement. Deux personnes pas faites pour se rencontrer s'apprivoisent, c'est Marilyn et son juge. Une drôle d'histoire, c'est L'Enlèvement. Roméo, Juliette dans l'espace, version animée pour les tout petits. C'est les tout rouges et les tout bleus. Du jump cut du début jusqu'à la fin, le syndrome des amours passés. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Bah écoute jusqu'à la fin. Faut-il voter ou faut-il s'abstenir d'aller voir Second Tour ? Et quand un vieux chêne filme un vieux chêne, ça donne The Old Oak. Et ça veut dire quoi, ça aussi ? Je vous conseille d'aller jusqu'à la fin de l'émission pour avoir toutes les réponses aux questions que vous avez pu vous poser comme notre ami Hervé. Alors bien sûr, il n'existe pas de movies sans que l'on ait nos rubriques Deuxième couche et dans le viseur Deuxième couche, on vous reparle des films que l'on a aimés et que l'on aimerait aussi que vous alliez voir. Et puis aussi dans le viseur, et bien là on se projette vers les films qui sortiront dans les semaines qui vont suivre. Et ouais, non, alors on doit parler normalement des festivals ciné, mais là ça tiendra pas. Hein. Bah alors si ça tient pas, moi ce qu'on fera, c'est qu'on fera un petit bonus. Vous savez, vous pouvez toujours les retrouver sur notre site. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce syndrome dont tu vas nous parler, Patrick ? Bah c'est belge, ça vient de sortir. Donc ça s'appelle le syndrome des amours passés. Alors c'est quoi ce syndrome ? Tu vas me demander, tu me l'as demandé, oui, tu m'as demandé. Ouais, mais je le connais, mais c'est curieux hein, comme ça. Alors le syndrome, c'est Rémi et Sandra, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, enfin en tout cas naturellement, et ils sont atteints, c'est un professeur qui va nous le dire, du syndrome des amours passés. Et il existe un moyen pour guérir de ce syndrome, il n'y a qu'une seule solution, ils doivent recoucher une fois avec toutes et tous et tout leur ex. Voilà. Alors, c'est un film qui nous est présenté comme étant décalé, comme un film comique, drôle, puisque les réalisateurs, je n'en ai pas parlé, Anne Siro et Raphaël Balboni, nous avaient déjà proposé un autre film que tu avais vu. Ouais, La vie démente. Une vie démente. Une comédie sur la maladie d'Alzheimer. Il fallait le faire, hein, ils l'ont fait. Oui. Alors moi je l'avais pas vu. Hein. Par contre j'ai vu ce film. Alors c'est un film. Moi à la fin de la projection j'ai échangé avec quelques spectateurs et j'ai bien senti qu'il y avait un côté assez clivant dans ce film. On aime ou on n'aime pas. Et toi ? Alors moi, je suis plutôt dans la partie de ceux qui n'aiment pas. Ce qui m'a surtout, enfin la première chose qui m'a gêné d'un point de vue formel, c'est le jump cut. Alors le jump cut, en bon français, c'est plan sur plan. Alors pour expliquer un petit peu ce que c'est quand vous enchaînez deux plans. On n'a pas changé le cadrage est resté le même, mais on a fait des coupes. Alors, c'est très pratique quand on fait une interview, parce qu'il y a des morceaux que l'on souhaite enlever. C'est aussi beaucoup utilisé dans les tutos hein, sur YouTube. Le premier à avoir fait ça, hein, il l'avait fait
sans le vouloir, c'était Méliès. Méliès l'avait fait. Il avait filmé un carrosse. La pellicule étant terminée, il refilme, il change pas la caméra, et à ce moment-là, c'était un corbillard qu'il filmait, et donc on voit le premier trucage du cinéma. Et Godard l'a utilisé aussi volontairement, c'est-à-dire une absence apparente de montage, finalement. Bah là, donc, pour moi, il y a pas de montage. Alors, même, je trouve, il y en a qui l'utilisent pas mal, c'est dans scène de ménage à la télé sur la 6. Sauf que là, je trouve que c'est beaucoup plus inventif, mais surtout, ça dure beaucoup moins longtemps. Donc, hormis ce procédé érigé véritablement en système, alors, c'est pas un film d'image, mais ça, c'est sûr, c'est un film de mots. Il n'y a pas une seconde sans qu'il n'y ait un mot qui soit prononcé. Ça parle. Plutôt même que de parler, j'aurais tendance à dire que ça bavarde. Alors moi, le bavardage, quand c'est Eustache qui fait des dialogues et ça donne la maman à la putain, on peut le regarder pendant 3 heures, mais là, c'est creux, c'est franchement, enfin en tout cas moi j'ai trouvé les échanges mais d'une tristesse mais véritablement abyssale. Alors bien sûr certains vont nous dire oui mais tu n'y as pas vu, c'est une réflexion sur la parentalité, la vie de couple, comment dans un couple les choses vont s'élimer, vont s'user. Bon, ok, peut-être, mais il y a même d'autres choses qui m'ont gêné à un moment donné. Il y a des scènes qui se passent dans une piscine. Les gens sont tous nus. Ils ont sur eux, ils portent des masques. Bon, alors à ce moment-là, est-ce que il y a un intérêt dans le film? Est-ce que simplement c'est assouvir un fantasme, un délire? Bon, moi je dirais un peu comme devant la pipe du tableau de Magritte, plutôt que dire que ceci n'est pas une pipe, moi je dirais que le syndrome des amours passés, ceci n'est pas un film. Oh bah dis donc, tu me l'as pas bien vendu là, je voulais y aller mais je sais pas si j'irai du coup. Alors, toi je pense que tu as vu quelque chose d'intéressant qui dure 3h26 ouais. Et c'est Killers of the Flower Moon. Alors dans la série, le grand retour des papis du cinéma, après Woody Allen, 87 ans, mais là le comeback était plutôt raté. Avant Marco Bellocchio et Ken Loach, respectivement 83 et 87 ans, que tu vas évoquer tout à l'heure, Patrick, pour leur dernier film. Puis bientôt Barbet Schroeder, Miyazaki, 82 ans chacun, ou Wim Wenders, un jeuneau de 78 ans, qui seront à notre sommaire bientôt, parlant du nouveau long-métrage de Martin Scorsese, 80 ballets au compteur, qui éclaire une part sordide de l'histoire des États-Unis. 3h30 d'immersion implacable dans une grande fresque historique, politique, criminelle. Et moi, j'ai trouvé que c'est vraiment du grand cinéma. Et à mon avis, ça fera date. Je l'ai vu l'après-midi de sa sortie, dans une salle remplie, ce qui est plutôt de bon augure. Et j'ai vu, première semaine, 400 000 spectateurs français l'ont vu. Pour un film de ce type, sur le sujet, avec la longueur, je trouve ça vraiment étonnant. Alors, l'intrigue des tueurs de la lune de fleurs. Je reviendrai sur l'explication de ce titre. C'est adapté d'un roman basé sur une tragédie réelle, et longtemps occultée, celle de morts suspectes dans les années 20 au sein de la communauté des Osages. C'est quoi ? C'est une population amérindienne déplacée des années auparavant vers un territoire de l'Oklahoma, hors de ce sol aride, du pétrole a jailli. Au début du film, des images d'archives surprenantes montrent les conséquences de cette manne financière qu'a été l'or noir sur la population locale, manne qui a bien sûr attiré des appétits peu scrupuleux. Et c'est le sujet du film, où on nous présente dans une première partie les différents protagonistes et des exactions multiples commises sur ce sol indien. Les 3 personnages principaux, il y en a une multitude d'autres, faut s'accrocher pour suivre parfois. Alors le premier, c'est Ernest Buckhart, un gars pas très futé, influençable, revenant de la guerre et s'installant chez son oncle, William Hale. Alors lui, c'est un riche propriétaire terrien en territoire indien, donc, et potentat local, doucereux, paternaliste et cupide. Le troisième personnage, c'est Molly, une fière indienne qu'Ernest va courtiser. La tragédie commence, ponctuée de drames.
Et dans une deuxième partie, on suit une enquête sur les événements décrits précédemment, diligentée par le tout nouveau qui vient d'être créé FBI, suivi d'un procès. Alors tout ça est montré avec souffle, souvent porté par des mouvements de caméra impressionnants, avec des magnifiques plans larges ou alors filmés de très haut, au drone j'imagine, à l'image du tout dernier plan. Mais on n'a pas une impression d'esbrouf, car Scorsese filme aussi en alternance des scènes intimistes, plutôt anti-spectaculaires, assez crépusculaires et remplies de tension et d'émotion. Alors l'histoire est portée par un jeu d'acteurs époustouflant, en salopard machiavélique, masqué derrière une bienveillance de façade. De Niro, il est vraiment fascinant et je l'ai trouvé magistral. J'allais dire, Patrick, on le retrouve enfin, car récemment, c'était pas trop ça dans les films où il jouait ces derniers temps. Et puis, on a aussi le grand DiCaprio, en pleutre, manipulé par son oncle. Moi, je trouve que c'est des prestations tout en haut de leur CV respectif, pourtant déjà bien remplis, en particulier chez Scorsese, justement, où les deux ont leur ronde serviette. On va pas énumérer leur film avec lui, mais on peut penser à Taxi Driver, Raging Bull, Casino, Les Affranchis pour l'un, et puis Aviator, Shutter Island ou Le Loup de Wall Street pour l'autre. J'ai vu au générique que Leonardo DiCaprio, il a produit le film. Et il faut aussi mentionner Lily Gladstone, c'est la magnifique, en digne Molly, personnage central autour duquel tout le récit s'articule et dont la dignité ne cessera d'être bafouée. Un mot sur la fin. Les 10 dernières minutes. Non, Patrick, sans dévoiler, bien sûr. C'est une pirouette. C'est une pirouette assez étonnante qui rend hommage à la fiction comme moyen de retranscription des faits historiques. Mais ici, non pas la fiction cinématographique, mais la fiction radiophonique, avec en plus une toute dernière minute surprise vraiment émouvante. Je tease. Un mot aussi sur la bande originale, assez hypnotique, qui accompagne les images. Musique tantôt lancinante, tantôt percussive, parfois bluesy. Elle est signée Robbie Robertson, compagnon de route de Scorsese, décédé cet été, de sang indien, j'ai vu, et ex-leader du groupe 70 The Band, à qui le cinéaste Scorsese avait consacré un documentaire en 78, captant leur concert d'adieu pour la postérité. Patrick se souvient encore de cette dernière valse, le titre du documentaire. J'ai vu que le titre « Les tueurs de la lune de fleurs » et non pas « Les tueurs de la fleur de lune » est une référence à une expression employée par une poétesse Osage, qui désignait ainsi une plante florale invasive qui, pendant certaines périodes, les mouvements de la lune, recouvre les prairies du territoire indien au détriment des fleurs plus petites qui ont l'air du mal à pousser. Alors, évidemment, métaphore poétique qui s'applique à la façon dont les colons blancs ont étranglé la culture indienne et se sont appropriés les terres des natifs en les spoliant au fil de la conquête de l'Ouest. Avec son dernier film, Scorsese signe vraiment une grande épopée sur les fondements douloureux des États-Unis, que certains voudraient bien oublier peut-être. Dans la veine de son Gang of New York en 2002, qui évoquait aussi les fondations de l'Amérique viciée par la violence. Alors la conscience politique de Scorsese alliée à son talent empêche toute amnésie avec cet hommage à une population native décimée. Et pour enfoncer bien le clou, c'est à la même période où se déroulent les faits qu'ont lieu les exactions du Ku Klux Klan. Et le réalisateur n'oublie pas non plus de convoquer cette sinistre mémoire dans son film et de tacler aussi au passage l'alibi religieux. Voilà, j'étais un peu long sur The Killers of the Flower Moon, mais c'est parce que c'est vraiment, je trouve, un film important qui vaut d'être enfermé 3h30 dans une salle de ciné. I'm
Alors on entend l'original de cette chanson d'un vieux bluesman des années 20 qui s'appelait Henry Thomas, fils d'esclave, dans The Killers of the Flower Moon, là de le Scorsese dont on vient de parler, grand connaisseur de blues vintage Scorsese. Il a signé plusieurs documentaires sur ce genre musical et aussi sur les Stones, Dylan, Clapton et qui s'en sont inspirés de ce blues. Ici, c'est la version de 1968 de ce Going Up the Country. C'est une ode au retour à la campagne par un groupe qui s'appelle Canned Heat. La chaleur en conserve, curieux nom. Hein. Et d'ailleurs, ce titre et ce groupe, ils sont présents dans le documentaire Woodstock aussi. Alors, tu vas aller voter pour ce second tour ou pas, Patrick ? Oui, second tour, c'est le nouveau film d'Albert Dupontel. Alors Dupontel, Albert, on l'a d'abord connu au travers des one-man shows. Ces spectacles détonnaient quand même dans le monde assez lisse des humoristes de l'époque, parce que là on le voyait, une sorte d'Olibrius, un personnage qui avait des sérieux problèmes comportementaux, à la limite même de troubles psychiatriques, et avec quand même en arrière-plan aussi une critique de l'ordre établi, l'ordre des militaires, les gens de pouvoir, un côté anarchiste. Alors de gauche, de droite, du centre, ça, je n'en sais rien. Alors dans ce nouveau film, c'est son 9e quand même déjà pour Albert Dupontel, eh bien il nous embarque dans une histoire politico-journalistico, complotico-écolo, mais surtout, somme toute, assez rigolo. Là, on a une journaliste qui a été mise sur la touche pour des précédents malheureux. Elle a juste fait un dossier sur un politique propriétaire de la chaîne dans laquelle elle officiait. C'est un peu con, ça. Est-ce que c'est de la fiction ? Je suis pas sûr, ça. Voilà, actuellement, si c'est vraiment de la fiction. Donc, elle s'est retrouvée à suivre le football. Et là, alors, suite à une série d'opportunités, va-t-on dire, elle va se retrouver sur le champ politique. Elle va être obligée de suivre, alors flanquée du fidèle caméraman. Lui, c'est un véritable amoureux, même quasi fanatique du ballon rond. Donc, elle va devoir suivre cette campagne politique de la présidentielle. Alors, c'est une campagne qui est assez terne et tout le monde dit, enfin tous les journalistes que l'on voit à l'écran, disent le grand vainqueur, ce sera l'abstention. À partir de ce moment-là, la journaliste, elle a quand même un certain flair. C'est Mademoiselle Pauve, c'est Cécile de France qui le joue. Elle va enquêter sur ce politique parce que elle semble qu'il y a des zones d'ombre. Alors le politique, c'est Pierre-Henri. Alors n'oubliez pas, c'est un Y à la fin. Pierre-Henri Mercier. Et là, c'est Dupontel qui endosse le costume. Donc elle va le suivre. À côté d'elle, le fidèle homme à la caméraman, parce qu'on traduit, maintenant on traduit tout. C'est d'ailleurs un habitué des films de Dupontel, c'est Nicolas Marié. Nicolas Marié qui, dans Adieu les cons, je sais pas si vous vous souvenez, là il nous montre une fois de plus qu'il a des capacités comiques, c'est sûr. Dans Adieu les cons, c'était quand même le seul aveugle qui conduisait une voiture. Je sais pas si tu t'en souviens. Moi aussi, il y a plus. Si. Alors, moi, je reste fidèle au respect des auditeurs. Et c'est même quasiment de l'éthique pour moi, je ne dirai rien de plus sur l'histoire. Je vais pas aller plus loin. Ça va pour cette fois. Bon, juste pour vous dire quand même qu'il y a des surprises, des rebondissements. Ça nous montre quand même que Albert Dupontel, c'est vraiment un scénariste talentueux. Parce qu'en plus de son scénario original, les dialogues sont bien écrits. Alors ça permet aux acteurs et aux actrices je pense qu'ils se délectent à dire des tirades souvent très drôles, à la limite de la grosse grivoiserie, mais dans la bouche de Cécile de France, qui sont vraiment amusée. C'est quand même très drôle de l'entendre dire certaines obscénités. Je trouve toujours très drôle quand c'est une femme qui dit certaines obscénités, surtout quand c'est Cécile de France, là. Arrête. Oui. C'est bon, on passe. Oui, j'aime bien Cécile de France. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Bon, alors c'est un film aussi quand même qui est dans l'air du temps. Est-ce que c'est un vrai pamphlet ? Peut-être pas, mais bon, il y dénonce quand même le monde des médias qui sont aux ordres, les politiques qui tergiversent pour réaliser ce qui semblerait être le bon sens pour nous au niveau social ou au niveau écologique. Bon. Finalement, second tour, pour moi c'est un bon film, drôle, bon, c'est pas hilarant, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine finesse dans les critiques qu'il peut faire sur
Parce que je l'ai évoqué sur le monde de la presse et sur le monde politique. C'est pas mon préféré chez Dupontel. Moi, j'ai un faible pour Le Vilain, où là, il était vraiment méchant. Et puis, 9 mois ferme. Là, je sais pas si tu t'en souviens. Là, on voyait Kim Berlin qui se retrouvait enceinte. Sans s'en rendre compte. Et alors le problème, c'est quand on a bien aimé un film d'un réalisateur, on se dit le prochain ce sera encore mieux. Bon là, pas toujours. C'est pas toujours, mais c'est quand même, ça reste pour moi un film intéressant. Et moi je vous dis, je vote pour. Bon, moi, je suis pas spécialement fan de l'humoriste et acteur Dupontel. Son jeu un peu exacerbé, outré, mais souvent pénible. Je le trouve aussi poussif en tant que réalisateur. Ah si, moi, dans le même registre, la satire sociale dénonciatrice, je préfère le travail, par exemple, de Delépine et Kerven, tant qu'à faire. Je mets de côté Au revoir là-haut, que j'ai trouvé vraiment réussi. Mais par exemple, Adieu les cons, moi, son précédent m'avait déçu. En tout cas, pour ce second tour, je me fie à ton avis et j'irai le voir, ne serait-ce que pour Cécile de France, bien sûr. Bon, alors, toi, est-ce que tu vas m'inciter à aller voir une certaine Marilyn ? Oui, Marilyn et son juge, serveuse, cette Marilyn, énergique, mais un peu dans la dèche. Elle se démène pour gérer sa vie, en s'occupant en particulier de son père, pas en meilleure forme. Alors, par un concours de circonstances, à la crédibilité toute relative, elle va devenir chauffeur, ou doit-on dire chauffeuse, je sais pas, personnel d'un juge bougon et solitaire qui soigne sa déprime au whisky. Alors, on assiste à un choc de personnalité et un choc de classe aussi, avec ce rapprochement de deux personnes qui n'ont guère de choses en commun. Alors, c'est un scénario assez classique, où on nous montre l'apprivoisement d'un lapin par une carpe ou vice-versa. La question du déterminisme social est au centre de l'histoire, qui est finalement une fable, et la confrontation entre les deux archétypes sociaux qui sont aux antipodes, même si elle est parfois lourdement appuyée, donne lieu à des scènes assez cocasses, bien dialoguées avec des répliques qui font mouche, j'ai trouvé. Bon, alors, l'intrigue est un peu attendue, la réalisation pépère, sans clinquant, c'est pas du cinéma expérimental ou novateur, tant dans le fond que dans la forme, mais justement, la modestie du propos donne un certain charme un peu vintage au film. C'est du cinéma populaire, de qualité et qui ne démérite pas. Alors le film repose en grande partie sur la complicité évidente entre les deux interprètes principaux. D'abord, Louane, la jeune chanteuse de variété, la découverte au cinéma dans La famille Bélier. Son nom complet, c'est Louane Emera. Elle a vraiment de l'abattage, mais sans en faire trop, en jeune femme peu éduquée à la vie précaire, mais optimiste et volontaire. Et le juge mal léché, mais qui cache un bon cœur, évidemment un cœur blessé, on s'en doute, c'est Michel Blanc. Moi, je l'avais pas vu depuis longtemps derrière la caméra, Michel Blanc, mais il est très bien là devant. Des personnages secondaires bien campés aussi, avec par exemple, en jeune étudiant de cinéma un peu lâche, l'excellent Belmondo Junior, Victor de son prénom, qu'on voit de plus en plus, je trouve, sur les écrans. Et aussi Philippe Reboteau, drôle et émouvant en même temps, en papa loser et dépressif. Il est toujours super, lui. Je sais pas si tu te souviens, Patrick, récemment, en clochard qui gagne le gros lot dans 3 fois rien. Alors, l'histoire est adaptée d'un roman à succès par le réalisateur qui s'appelle Jean-Pierre Améris. Moi, je l'avais découvert il y a une dizaine d'années avec un subtil et sensible Les émotifs anonymes qui réunissait Isabelle Carré et Benoît Poelvoorde en timide maladif. Alors, Marilyn et son juge, je dirais c'est un ton au-dessous, mais ma foi, c'est pas si mal. Now you're giving me
The Look, c'est le nom de la chanson tube sautillant du groupe pop british qui s'appelle Metronomy, entendu dans 2 films au moins, dans Les Amants passagers d'Almodovar en 2012. Alors, c'est pas son film le plus réussi, hein. Et aussi, on entend ce titre dans Victoria, second long métrage de Justine Trier en 2016, la réalisatrice d'Anatomie d'une chute. Ce film réunissait Melville Poupeau, Vincent Lacoste et Virginie Efira. Alors, Patrick, auprès de mon vieil arbre maintenant? Ah ben moi j'ai envie de te dire que les papys font de la résistance, hein, ça nous ramène à un film. Bah oui, hein, ils assurent les vieux. Hein. Après, bon, tu l'as dit tout à l'heure, hein, en début d'émission, Marco Bellocchio avec son enlèvement, Barbet Schroeder, son Ricardo et la peinture, aussi Miyazaki, Wim Wenders, le Perfect Days, dont on vous en parlera, mais c'est merveilleux comme film. Bon, il y avait aussi Moi, je trouve que c'est rassurant, tous ces papys qui font des films vachement bien. Oui, c'est bien. C'est rassurant pour nous. Oui. Bah là, moi, le film dont je vais vous parler, donc c'est Le Vieux Chêne, The Old Oak, un film donc réalisé par Ken Loach, qui une fois de plus nous livre un film sur sur les petites gens, hein, ceux qui sont vraiment cabossés et malmenés par la vie. Bon, ce qui est intéressant avec Loach, et cette fois-ci il nous le montre une fois encore, c'est qu'il continue quand même à croire en l'homme, et vraiment ça fait chaud au cœur. Alors comme dans les 2 derniers films où moi je me souviens, là il s'intéresse à une région d'Angleterre, du nord de l'Angleterre, alors une région abandonnée par les services publics, hein, plus aucun lieu de vie sociale, même l'église qui restait un peu ce dernier lieu est un peu pas désaffecté, mais il y a beaucoup moins de gens à y aller. Même pas de pub? Attends. Alors, il y a plus d'activité industrielle. La construction navale a disparu, la sidérurgie, l'industrie minière, plus rien. Alors, ces villages qui ont été prospères, hein, puisque on le verra dans le film, on voit des photos, on voit des scènes un peu vintage, des scènes historiques, des villages où il y avait une vraie vie sportive, associative, une vie, même aussi une grande vie de solidarité, même quand il fallait aller jusqu'à la grève. Mais là, il n'y a plus rien, plus d'industrie, les familles ont quitté la région pour essayer de trouver du travail ailleurs. Après, ça va comme avec les dominos, hein. Les magasins ferment, les écoles ferment puisqu'il y a moins d'enfants. Alors, il reste plus, il reste plus que le pub. Au moins ça. Le pub. Et là, c'est the Old Oak, donc le vieux chêne, et qui donne donc le titre qui donne son nom au titre du film. Bon, il est dans un triste état, hein, le pub. Il part en ruine. Il part vraiment en ruine. Il y a plus que quelques habitués, il y a des bruits en dehors du studio, il n'y a plus que quelques habitués qui viennent dans ce pub, qui restent pour eux vraiment le seul lieu social. Parce qu'autour, hein, on a des maisons, alors des maisons qui sont vendues à des prix dérisoires, elles sont rachetées par des acheteurs qui se déplacent même pas. Donc dans ces habitations, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont faire aucun travaux, elles vont y mettre des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. On est vraiment dans les marchands de sommeil. Mais en plus, ces maisons, à un moment donné, n'ayant plus, on leur trouve encore une autre possibilité, c'est d'aller y mettre des réfugiés là qui viennent de Syrie. Alors des Syriens qui arrivent, femmes et enfants, bien évidemment qui ne parlent pas bien la langue, ce qui à part certains qui ont pu l'apprendre. Donc des gens qui viennent avec des habitudes, des religions différentes. Et comme auraient dit certains à une époque, que de bruit et d'odeur, hein, et ça résonne pour les autochtones qui, eux, ont perdu leur sens de l'hospitalité. Et au final, quand on regarde, ces autochtones ne sont pas forcément mieux lotis que ces Syriens qui arrivent, hein, puisque ces Syriens là que l'on voit, et on le comprend bien dans le film, qui sont partis et qui ont dû absolument tout abandonner. Alors, quand il n'y a plus de travail, quand il n'y a plus d'espoir, qu'est-ce qui reste ? Il reste de la place pour que s'installent justement ces mauvaises idées, ces idées qui arrivent dans la tête de ceux que je vais appeler les autochtones, ceux qui vont croire que la faute vient toujours de ceux qui en ont moins qu'eux.
hein, alors qu'on devrait peut-être se poser la question, est-ce que c'est pas ceux qui en ont plus que nous, ceux qui sont en dessus, qui peut-être posent souci, voilà. Alors là, on a deux communautés, hein, je l'ai dit, pas plus riches l'une que l'autre. Alors au début, elles vont se heurter, hein, sans se connaître, mais on a toujours la pugnacité de quelques-uns d'entre eux qui pensent qu'il y a toujours une lueur d'espoir, que la fraternité va pouvoir retrouver du sens. Et là, donc, ils vont créer cette cantine populaire qui va s'installer dans l'arrière-salle du vieux chêne qui était fermé depuis une trentaine d'années. Alors, les Anglais, hein, ils savent faire ce film, ce genre de film, où le social prime. Et notre Ken Loach, hein, on l'a dit, qui a plus de 85 ans, il nous montre qu'il est toujours vert. Hein. D'ailleurs, j'ai lu quelque part quelqu'un qui disait il est vert et certainement toujours vert de rage. Hein. Le bon vieux Ken Loach. Alors les acteurs sont formidables. Ils ressemblent c'est des vrais gens, hein, des gens cabossés qui. C'est sûr que Mais c'est des acteurs professionnels ou je pense, il y a du mélange des deux. Il y a du mélange des deux. Les acteurs principaux sont des véritables. Avec des accents à couper au couteau aussi. Non, pas trop. Surtout comme il y a une qui est syrienne et souvent les étrangers quand ils parlent, on arrive plus facilement à les comprendre étant étrangers nous-mêmes. Bon, alors moi donc je l'ai dit, hein, des acteurs qui sont des vrais gens, amochés par la vie, mais pour qui en tout cas, les personnages qu'ils interprètent laissent de la place pour le vivre ensemble, et pour eux, c'est encore du sens. Donc, si vous aimez faire face quand même à la réalité, à voir la réalité, à quoi elle ressemble, là, elle est montrée sans pathos, mais avec vraiment un film qui a du sens, où on retrouve des mots que l'on peut parfois perdre, comme l'espoir, fraternité. Vraiment, je l'ai dit en début, hein, c'est vraiment un film qui donne du bon au cœur. Si je veux juste revenir sur Ken Loach, moi ça fait 50 ans que je le connais, hein, comme tous. Moi je me souviens très bien de ses premiers films dans les années 70. Hein. Un de ses premiers c'était Kess, ce jeune garçon qui dans une Angleterre déjà meurtrie, hein, trouvait seulement du réconfort avec son oiseau. Puis il y avait aussi juste un an ou deux après, film très fort aussi, c'était Family Life, où on avait une jeune adolescence qui, bien qu'elle ait un certain nombre d'amis autour d'elle, va sombrer dans une folie. Bon, puis après, j'oublie pas Hidden Agenda, Raining Stones, My Name is Joe, Bread and Roses, etc., etc. Donc pour moi, vraiment un film, qu'il faut voir. Bon, mais moi pas vu, mais j'y cours. Comme d'ailleurs j'ai couru voir le prochain film dont on va parler là. Alors, là va falloir nous expliquer. Ouais, on cause rarement, voire jamais, de films pour enfants dans notre émission. Sans doute parce que c'est pas notre cœur de cible, hein. Mais je me suis dit qu'on pourrait élargir justement la cible, parce que je sens notre auditoire un peu vieillissant. Alors, on aurait pu évoquer, par exemple, Linda veut du poulet, dessin animé primé à Annecy, à l'affiche en ce moment, original pour l'histoire très contemporaine, ancrée dans la banlieue, et pour les partis pris graphiques aussi, mais pas entièrement réussi à mon avis, hein, oui. Et un film qui est très bien distribué, hein, parce que j'ai vu qu'il passe dans des grandes salles. Hein. Alors on l'a vu ensemble avec Patrick il y a quelque temps au milieu d'un public de centre aéré. Alors ça c'est pour les enfants à partir de 6-8 ans. J'ai décidé de parler plutôt d'un autre film d'animation qui vient de sortir et qui s'adresse à de plus jeunes spectateurs encore, Les Tout Rouges et Les Tout Bleus. Alors là, c'est à partir de 3 ans. Ben oui, il n'y a pas d'âge pour aller au cinéma. L'intrigue est classique. Hein. Sur une lointaine planète vivent Édouard et Jeannette, un tout bleu et une toute rouge. Et ces deux-là tombent amoureux. Malheureusement, les tout rouges et les tout bleus ne se fréquentent pas et même se détestent. Que va-t-il se passer ? Alors c'est évidemment une variation adaptée aux tout petits du thème classique d'un amour contrarié par la rivalité entre deux clans, genre Montagu-Capulet dans Roméo et Juliette ou les Charles contre les Jets dans West Side Story. Mais là, happy end, forcément. À la clé, leçons de tolérance et messages d'humanisme et d'amitié entre les peuples, bien sûr. Hein. Il en faut des messages comme ça à cet âge-là. Hein. Après, certains oublient ces bases et l'actualité nous le démontre. Hein. Alors, c'est drôle.
sans être mièvre, avec un graphisme et des couleurs resplendissantes, sans être criarde, et le voyage sur différentes planètes bizarres est particulièrement inventif et réussi. 30 minutes, avec en plus 3 courts-métrages de 5 minutes chacun en apéritif, montrant des techniques d'animation et des univers variés. La salle était remplie d'enfants de 3-4 ans. Alors, aucune tête ne dépassait, hein, même avec les rehausseurs. Hein, et ils étaient tous très attentifs. Mais on va laisser la parole à une jeune spectatrice cueillie à la sortie de la projection et que les parents ont bien voulu me confier. Interviewée. Bonjour, tu t'appelles comment? Julia, Julia, et tu as quel âge? 3 ans. 3 ans. Alors là, tu es allé au cinéma. Qu'est-ce que tu as vu comme film? Le tout rouge et le tout bleu. Ah bon, et qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte, le tout bleu et le tout rouge. Alors toi, tu as aimé le film? Tu as aimé? Oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as préféré, toi? Plutôt les tout rouges ou les tout bleus? Toi, tu aimerais être une tout rouge ou une tout bleue? Moi, je vais faire le mouton qui s'envole. Ah, mais c'est quoi le mouton qui s'envole? C'était quoi? C'était un petit film qu'il y avait avant, c'est ça? Ah, tu as préféré le petit film avant? Dis-moi, les tout rouges et les tout bleus, tu crois que tu vas dire d'aller à tes amis d'aller le voir? Oui. Oui? Quels amis, par exemple? Tu vas dire à qui d'aller le voir? Je vais dire à la petite fille. À la petite fille qui s'appelait Charlotte. J'ai vu que tu étais avec une petite Charlotte. Et dis-moi, est-ce que tu es déjà allé au cinéma avant? Oui. Ah oui? Et qu'est-ce que tu as vu avant comme film? Mais moi, j'ai vu pas de patrouille dans le cinéma. Ah, la publicité pour Pat Patrouille, mais on l'a pas encore vu. Tu l'as pas encore vu, si? Oui. Et dis-moi, et qu'est-ce que tu as vu comme film encore? J'avais vu un ourson, là, comment il s'appelait déjà? Il s'appelle Colargol. Colargol. Et puis il y avait aussi la baleine, et comment c'était déjà? L'escargot. Ah, la baleine et l'escargot. Dis-moi, est-ce qu'il y a un autre film que tu voudrais aller voir en ce moment qui passe? Pas de patrouille. Pas de patrouille, d'accord. Bon ben merci Julia. Bon, eh ben écoute Julia, c'était très gentil. Je vais te rendre à tes parents. Ils sont où les parents? Oh, ben, ils sont partis. Bon ben on va retourner au cinéma, d'accord? La star cinéma. Voilà, c'était Julia interviewée dans l'espace dédié aux enfants du cinéma Jean Eustache. Pas facile d'interviewer une petite de 3 ans. Hein. Alors, quand je vous disais qu'il n'y a pas d'âge pour aller au cinéma en salle, alors tout ça pour dire que pour amuser et éduquer nos jeunes têtes blondes, brunes ou rouquines, il n'y a pas que les rouleaux compresseurs Disney et autres. Hein. Je parle des déclinaisons des jeux vidéo, de BD ou de dessins animés type Super Mario ou Pokémon par exemple, souvent excessivement trépidants et bariolés avec merchandising de jouets associés. Par exemple, à Pat Patrouille que la petite de tout à l'heure tient absolument à voir, matraquage oblige. C'est les vacances scolaires. Alors, parents, grands-parents, ou même enfants tout seuls isolés d'ailleurs, hein, regardez le programme des ciné indépendants, genre Jean Eustache, Utopia ou Festival en ce qui concerne la région bordelaise, pour voir autre chose, souvent de qualité et parfaitement adapté à tous les âges, questions thématiques et durée, avec en plus parfois des animations, en particulier au Jean Eustache qui propose même un ciné-club pour enfants. Ça s'appelle la Petite Unipop. Encore une publicité gratuite, hein, Patrick? On était fort. J'avais tort. On était pareil. Hardcore. On était carré. J'allais clore. On est décalé. Hardcore. Il y a des choses que je comprends pas. Pourquoi les roses ne parlent pas? Dans ton jardin secret pourtant, j'ai vu des fleurs causer au vent. Il y a des choses qui ne se disent pas, m'a dit le temps dans sa prison. Quelqu'un de bon ça ne se voit pas, y a rien d'honnête, y a que des raisons. J'aimerais donner de l'amour à tous les vauriens de ma tour. Vivre sa vie c'est un présent,
Tu peux toujours montrer les dents. J'ai pas trouvé dans le paysage de quoi éclairer ton visage. Bon Dieu, ça ferait du bruit, le silence. Mon Dieu, ça prend de la place, l'absence. J'avais tort. On était pareil. Hardcore. On était carré. J'allais clore. On est décalé. Hardcore. Chacun poursuit ses propres pas. Qu'importe la fin, qu'importe la pas. J'ai des bouquets de sentiments, mais le fleuriste m'a dit va-t'en. Qui portera de la lumière pour rendre les grands enfants heureux? Personne n'a trouvé la manière pour se noyer dans le ciel bleu. J'allais clore. On est décalé. Hardcore. On était fort. J'avais tort. On était pareil. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est l'indicatif du Festival de cinéma de Bordeaux qui a eu lieu la semaine dernière. À chaque séance, les spectateurs avaient droit à la bande-annonce du festival, rythmée par ce morceau d'un groupe pop français, et même bordelais d'ailleurs, qui existe depuis une quinzaine d'années et qui s'appelle Odezen, avec le titre Hardcore. Alors, je dirais un mot tout à l'heure de ce festival de Bordeaux, mais ce sera en bonus dans notre podcast. Alors, Patrick, le consentement, tu dis oui ou tu dis non? Oula, moi j'y connais pas grand-chose en littérature. Hein. Je ne savais pas avant la sortie du livre. Hein, au début de l'émission, j'ai confondu, j'ai dit adaptation du film et livre. Donc là, je parle bien avant la sortie du livre. Hein, c'était début 2020, le livre de Vanessa Springora. Je savais pas qui était Gabriel Matzneff. Donc le livre, hein, qui est à la base du scénario réalisé par Vanessa Fillot et qui vient de sortir. Donc il nous raconte comment dans un Paris des années milieu des années 80, on a Vanessa, tout juste 13 ans, qui va rencontrer Gabriel Matzneff, donc écrivain, lui quinquagénaire, un écrivain de renom. Et la jeune adolescente va devenir l'amante, oui 13 ans, hein, l'amante et la muse de cet homme célébré par tout le monde culturel et politique. Donc cette jeune fille va subir les violences, enfin l'emprise vraiment destructrice de ce prédateur qui va exercer donc son pouvoir sur cette jeune fille. Alors, je sais, hein, comme tout le monde, que les pédophiles existent. Ce que je ne savais pas, c'est qu'alors, tout le monde le savait, hein, un homme pouvait écrire des livres dans lesquels il racontait ses exploits. Alors bien sûr, exploits, j'y mets tous les guillemets qu'il faut. Donc il racontait ses exploits entouré de jeunes, voire très jeunes victimes, garçons et filles, que ce soit en France et bien évidemment, il faisait aussi beaucoup de ce qu'on appelle le tourisme sexuel. Et là, il pouvait venir à une grande émission de grande écoute, de type apostrophe, et puis là, de se targuer de ses conquêtes et repartir, mais comme si rien n'était, et applaudi quasiment par une élite complètement conquise, et rentrer chez lui sans que rien ne lui soit reproché. Et là, on voit un extrait de cette émission d'apostrophe dans le film, et il y en a une seule qui a osé. Hein. Là aussi, j'utilise le mot oser à dessein, hein, parce que oser, c'était quasiment un crime de lèse-majesté que cette Canadienne puisse dire quand même tout haut
l'infamie que représentait ce personnage. Alors, le film va mettre devant nos yeux cette réalité crue. Et franchement, pour toute personne normalement constituée, c'est insupportable de voir les agissements de ce soi-disant esthète qui, en fait, à mes yeux, n'est qu'un criminel qui aurait dû être condamné pour tous les faits qu'il racontait lui-même dans ses livres, et je le répète, adulé par certains. Alors dans le film, c'est Jean-Pierre Rouvre qui endosse le rôle de cet ignoble personnage. Alors moi, ce que je regrette un peu, c'est qu'en fait, on l'ait rendu encore plus monstrueux qu'il ne l'était, en tout cas d'apparence. Physiquement, physiquement. Et moi, je pense qu'il n'était pas utile d'en rajouter et d'insister sur ce rôle d'ogre. Parce que c'est vrai, hein, quand on voit le vrai Matzneff, entre guillemets, il est là aussi, hein, plein de guillemets, il semble plus sympathique que ne peut l'être Jean-Pierre Rouvre. Jean-Paul Rouve, pour lequel on n'a absolument aucune empathie dans ce film. Alors, moi, le film m'a vraiment mis mal à l'aise. Est-ce que j'avais besoin de le voir ? Certainement pour voir une vérité en face. Hein. C'est pas toujours facile de voir la vérité en face. Quand on est dans de la pure fiction, on peut accepter forcément plus facilement des choses qui nous semblent insoutenables. Donc, moi, je vois dans Le Consentement un film utile, un film de témoignage, mais vu le sujet, pour moi, il m'est vraiment trop difficile d'en faire une critique que je qualifierais de plus cinématographique. Ouais. Disons que l'adaptation de ce type de sujet à l'écran est évidemment casse-gueule. Hein. Et le film n'évite pas certaines maladresses. Alors, toujours le même problème. Hein. Comment montrer l'horreur au cinéma ? Ici, la pédocriminalité retorse et ses conséquences sur les victimes. Moi, je retiens vers la fin une scène vraiment que j'ai trouvée bouleversante. Hein. Mère et fille qui murmurent en duo, comme en playback, les paroles d'une chanson de Barbara qu'ils entendent. Hein. Et si on parlait de l'enlèvement de Marco Bellocchio ? Alors, le plus simple, hein, je vais expliquer, je vais reprendre ce que dit le synopsis. On est en 1858, dans le quartier juif de Bologne. Les soldats du pape font éruption dans la famille Mortara. Sur ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, leur fils de 7 ans, puisque l'enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice. Et la loi pontificale est indiscutable, il doit recevoir une éducation catholique. Donc les parents d'Edgardo, bouleversés, vont tout faire pour récupérer leur fils. Voilà le pitch de ce film, et qui est un film donc réalisé par notre ami Bellocchio. Alors ce que l'on voit dans ce film, c'est comment une religion, des personnes qui simplement, d'après un dogme, simplement le simple fait d'avoir été baptisé, ce qui lui permet de garantir son salut dans l'au-delà, au cas où il perdrait la vie, eh bien simplement avec ce baptême, on en fait la propriété de l'Église. Peu importe son âge, qui ne puisse ni résister et encore moins se rebeller. Donc toute sa vie, il va être élevé hors de sa famille, hors de l'éducation naturelle de ses parents, et donc forcément que ce sera une vie brisée. Alors tout ça n'est pas que politique. Hein. Il y a aussi cette façon de nous montrer, comment Bellocchio nous montre un pouvoir qui est en déclin. Et donc, quand on est en déclin, on a souvent tendance à faire des derniers actes qui sont un peu comment on appelle ça, son chant de cygne, chant du cygne un petit peu avec ce pape. Alors moi, ce que j'ai vraiment trouvé touchant dans ce film, c'est comment un jeune enfant sans défense va être rééduqué, comment il va être brisé. Donc cet enfant, on passe sa vie à trahir sa confiance. Un enfant, ça va toujours normalement plaire à ses parents. Là, on lui enlève ses parents, on lui explique qu'il existe un autre Dieu. Donc lui, il va se trouver complètement dépourvu, et là, il va se rallier à cette nouvelle doctrine qui lui est imposée. Et là, lui sera quasiment dit la phrase sempiternelle qu'on entend, mais quasiment c'est pour ton bien. Et lui, n'ayant pas de repère, pas de possibilité de critique, il doit croire,
parce qu'il ne peut croire que ceux qui sont censés l'élever. Donc moi, c'est un film que j'ai vraiment bien aimé. Avec bon, il y a un fond historique, il y a un fond politique. Bellocchio, bien évidemment, c'est l'Église qu'il est en train de critiquer, mais grosso modo, ce sont toutes les religions qu'il est en train de critiquer, et c'est tout ce que l'on peut faire sous prétexte. Sous de mauvais prétextes, ce que l'on peut faire avec un enfant. Donc, réalisateur de La Marche triomphale, des poings dans les poches. Bon, on voit encore qu'il a encore une sacrée pêche, ce Marco Bellocchio. Ouais, superbe fresque historique. Moi qui m'a appris des faits que j'ignorais, mais il paraît que c'est des éléments qui ont beaucoup marqué la société italienne. Alors, Marco Bellocchio, intervenant il y a une quinzaine de jours lors de la présentation de son film à Pessac, il n'a pas trop voulu insister, mais évidemment, son sujet qui a presque 2 siècles, résonne avec des problématiques très actuelles qui empoisonnent notre présent, l'antisémitisme, le danger des théocraties, et puis aussi l'embrigadement religieux. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, Patrick, magnifique scène onirique, je trouvais, de Jésus libéré de sa croix. Il y a une autre scène onirique aussi qui est intéressante, ce que rêve le pape, j'en dirai pas plus. C'est vrai. Alors maintenant, il est temps peut-être de faire une deuxième couche. Oui, alors dans les deuxièmes couches, ce que l'on... Alors, Le Ravissement, tu en avais parlé, oui. Je l'avais pas vu, alors je l'ai vu depuis, vraiment, Spirale du mensonge, très très bon, avec l'actrice, là, Afsa Hansi, je sais plus comment elle s'appelle, c'était vraiment, vraiment très bien. Les Feuilles mortes reste à l'affiche, Bijoux finlandais d'Aki Kaurismäki, entre Tati et Ken Loach, justement dont on parlait tout à l'heure. La fiancée du poète. Alors là, c'est Yolande Moreau, derrière et devant la caméra, qui nous filme une bande de marginaux, on va dire, une sorte de fable. Bernadette. Alors Bernadette au poil, même si ça réhabilite un peu un personnage qui m'est pas très sympathique. Au final, tu l'as vu ? Ouais, je l'ai vu. Bon, j'ai rigolé, franchement. Une année difficile. Alors, bon, moi, je le mettrai pas en deuxième couche, mais bon, on en a parlé. Comédie sur le milieu des écolos et des anti-consuméristes, mais qui s'en moquent, et d'une façon, je trouve, assez douteuse. Encore à l'affiche, on en a parlé dans nos podcasts précédents, Anatomie d'une chute, mais on remet une couche, Le règne animal, et même le procès Goldman qui se tient bien aussi. Voilà. Et dans le viseur, il y a pas mal de choses. Tiens, curieusement, Sissi et moi. Sissi et moi, on nous remet le personnage de Sissi. C'est un film allemand, mais je sais pourquoi il sort. C'est parce qu'en fait, le personnage principal est interprété par Sandra Hüller, qui a beaucoup de succès en ce moment. Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute. Donc, je sais pas. Flo, biopic de Florence Artaud, ça te dit, toi ? Non. Non, moi non plus. Alors, je ne sais pas pourquoi il est dans le viseur. Bientôt à l'affiche, Complètement cramé. Comédie dramatique. Alors là, moi, j'irais pour Fanny Ardant et John Malkovich. Tu te rends compte un peu le duo ? Le garçon et le héron. Nouvel opus animé des studios japonais Ghibli, signé Miyazaki. Le théorème de Marguerite. Moi, j'ai vu ça. C'est les affres... Non, j'ai pas vu, mais ça me donne envie. Les affres d'une jeune fille brillante élève en maths dans une grande école. Ça te rappelle pas quelque chose, cette histoire ? La Voie Royale. La Voie Royale, que j'avais détesté. Bientôt, Simple comme Sylvain, comédie québécoise. Ouais, c'était sympathique. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. L'Abbé Pierre. Alors là, biopic d'une icône française, c'est Benjamin Laverne qui s'y colle. La Passion de Dodin Bouffant, drame historique sur la gastronomie avec Binoche et puis quoi ? Et puis, je sais plus qui y a, Binoche et puis Magimel. Voilà. Bon, il me fait signe qu'il faut que je me dépêche, donc je ne parlerai pas de Ça tourne à Séoul. Eh bien, dis-moi, il est presque temps de nous dire au revoir et de nous dire à la prochaine. À la prochaine, c'est le 10 novembre. Pour ceux qui sont curieux des festivals de cinéma, on va parler de Sarlat, de Gujan-Mestra et du FIFIP dans un bonus du podcast, le podcast que vous trouvez sur toutes les bonnes plateformes, l'instantciné.fr. Patrick, je te dis à la prochaine, on se donne rendez-vous dans une salle de cinéma comme d'habitude. Oui, à bientôt.